Bonjour à tous, moi je m'appelle Thomas Simon et je fais partie de Fréquence Commune et d'Action Commune et j'habite à Grenoble. Je suis très content de faire cette conférence parce que je suis aussi partie d'une liste à Grenoble et on a été vraiment traversé par cette question de l'antiracisme et de travailler avec les quartiers populaires. Il y a à l'initiative du collectif, il y a des gens issus des quartiers populaires et moi ça a été tout un travail perso aussi pour comprendre la question de l'antiracisme. Mais je vous raconterai peut-être un peu ça tout à l'heure. Donc là, on est quand même dans une période politique de fascisation internationale et française. On a des gens qui sont capables de mettre 150 millions d'euros, Pierre-Édouard Sterrin, sur la question de gagner les municipalités pour l'extrême droite. Et du coup, il nous semblait super intéressant de voir ce que nous, en tant que citoyens qui lançons des listes citoyennes et participatives, nous, en tant qu'élus, quelle stratégie, qu'est-ce qu'on peut développer pour faire notre part sur la lutte contre l'extrême droite dans nos communes. On a du coup 4 intervenants. Je vous laisserai vous présenter plus en détail, mais je vous raconte un peu qui est là. Donc on a Jamel Blanchard qui est arrivé ce matin de Paris, merci d'être là. Tu es donc un militant des quartiers populaires sur la question antifasciste et sur l'Assemblée des quartiers. Et je te laisserai dire un peu comment tu veux te présenter aussi après. Donc Jamel, il va commencer par une introduction sur qu'est-ce que l'extrême droite aujourd'hui et quelles sont ses formes en fait et comment ça se traduit dans les communes. Ensuite, on a Léa Hénon-Baron et Nicolas Mazard. Vous êtes dans l'Anvita, vous bossez sur l'accueil dans les communes et vous avez aussi édité un guide pour les communes. Et du coup, on va parler plus spécifiquement de ce que vous faites et de l'accueil. Et on a aussi Daniel Mémin, pardon, je n'avais pas noté ton nom. Toi, Daniel, tu as été dans une liste citoyenne et participative à Pamiers, tu es élu. Et tu es aussi membre de VISA, c'est un syndicat antifasciste qui rassemble 300 autres syndicats. Voilà, donc tu vas nous raconter un peu, toi, en tant qu'élu, quelle est ta perception de ce qui se passe aujourd'hui sur l'extrême droite et avec cette casquette en plus syndicat antifasciste. Ça vous va comme programme? J'avais un peu des questions au début. On va faire quelques prises de parole, mais genre 3 ou 4, très courtes, s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes venu à cet atelier? Qu'est-ce que vous venez chercher là, en venant là ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent partager un peu pourquoi vous êtes venus là? Allez, cool. Facile. Oui, moi je viens plutôt d'une petite ville, 4200 habitants en Bretagne. On se croyait épargné, puis on voit les chiffres qui montent. Et face à nous, cette fois, on a une droite qui s'est aussi durcie, qui est clairement facho-compatible. On sent aussi que la sociologie de la ville a changé. Il y a plus de personnes qui sont plus âgées, pré-retraite, retraite, qui cherchent une certaine tranquillité. L'ambiance est en train de changer. Et là, clairement, pour ces échéances, ça nous fait un petit peu peur. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager? Ouais. Oui, on peut faire ça. Vous passez le micro. Je vais vous mettre la pression. Une baguette magique. Non, mais moi, je viens de Poitiers. Et effectivement, c'est une question qu'on n'arrive pas à régler, même à appréhender comme il faut, je pense. Puisque dès qu'on arrive à capter un peu des personnes des quartiers, celles-ci ne restent pas ou s'y retrouvent pas, ou on perd très vite le lien. Et donc, comme on tisse avec les quartiers pour recréer plus de confiance et puis après déconstruire derrière des idées et puis prendre la place à la place de l'extrême droite. Donc voilà, des expériences et des échanges. Ok, merci. Moi, je viens pour continuer à essayer de comprendre. J'ai l'impression que le rapport et l'enjeu vis-à-vis de l'extrême droite, il est multidimensionnel, il est large. Et
Et les grilles de lecture, elles sont nombreuses. Et j'ai envie de les comprendre parce que j'ai envie de sortir de la peur et de la résignation. Et j'ai envie de me dire que collectivement, on peut trouver des moyens d'action. Et je suis vraiment très attentive à ce que vous allez dire ce matin. Oui. Ok, ça va, on s'arrête là. Ok, Jamel, je vais te donner la parole. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, ton engagement? Il est allumé déjà, normalement. Il est allumé? Ouais. Ouais. Et après, commencer un peu à nous expliquer la situation de l'extrême droite aujourd'hui en France. Ok. Donc moi, c'est Jamel Blanchard. J'habite un quartier populaire, c'est important de le dire, parce que mon vécu il est intrinsèquement lié à là où j'habite, à là où je vis. J'habite un quartier populaire de 22 000 habitants à Angers. Et je représente, en tout cas je suis porte-voix de l'Assemblée des quartiers. L'Assemblée des quartiers, c'est un collectif qui est nouveau, qui existe depuis 1 an, mais qui est unique dans la mesure où, au vu d'ailleurs du contexte actuel, hein, vous l'avez bien compris, si on est là, c'est pas par hasard, réunit des organisations, des dynamiques, des mouvements issus de quartiers populaires dont les approches militantes sont complètement différentes. Je m'explique, par exemple, on va retrouver des gens qui sont issus de luttes anciennes comme le MIB, le mouvement de l'immigration des banlieues, avec des personnalités qui sont connues et reconnues, d'ailleurs dans toute la France hexagonale, mais aussi en Outre-mer, et des organisations qui peuvent être à la limite frontale, on va dire, et qui ont raison de l'être contre la violence de l'État. Je pense au comité Adama, avec des organisations qui, elles, sont plus dans un objectif de démocratie active, justement, au niveau des quartiers populaires, avec une défense d'intérêt des habitants, de tous les habitants et habitantes des quartiers, mais avec un levier d'interpellation. Donc effectivement, les formes d'approche et les formes militantes sont différentes, mais elles ont réussi à se réunir dans un collectif qui s'appelle l'Assemblée des quartiers, qui va faire son université d'automne, sa 2e université, le 7-8 novembre normalement. Voilà, donc ça c'est pour citer où est-ce que je suis. Et vous parlez d'extrême droite, c'est évidemment vous parlez du rapport à ce qui traduit aussi notre existence. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on est liés, nous, en tant que personnes dites racisées, on va dire plutôt non blanches, on est liés avec des historiques familiales, des historiques de vécu, des historiques aussi liés à lorsque les parents ou grands-parents venaient ici en France, liés à des histoires néocoloniales aussi. Donc l'histoire de l'extrême droite, elle ne se résume pas forcément à une organisation. Pourquoi je dis ça? C'est que souvent, on a cette focalisation sur l'organisation politique de l'extrême droite, RN, Reconquête, et quand ça touche évidemment à un changement sociétal, un changement de pouvoir, on a beaucoup de gens qui vont être vent debout, mais qui ne l'ont pas été pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans. Quand la police d'État avait une posture, avait des actes qui sont celles de l'extrême droite. L'extrême droitisation de la société, nous, on la connaît, on l'a subie depuis plus de 60 ans. D'ailleurs, ça n'a pas gêné grand monde pendant autant d'années, même pour des gens qui se revendiquent de gauche. On a eu évidemment 1983, où on avait finalement une communion de la société, avec la marche pour l'égalité contre le racisme, qui a été de manière très indécente repris politiquement, ce qui a tué d'ailleurs le mouvement en lui-même. Et on a eu d'énormes périodes de dénonciation justement de différences de traitement politique. Et d'ailleurs, la politique de la ville avec un grand V a été aussi une politique de différence de traitement, avec des cagnottes budgétaires qui étaient uniquement dévouées aux quartiers, aux habitants, aux habitantes de ces quartiers dits prioritaires. Et on a cette espèce de variables d'ajustement électoral qui sont les quartiers populaires, avec tout ce que ça représente dans l'indication de ceux qui veulent en jouer, c'est-à-dire la fustigation de la personne en tant que musulmane, les jeunes des quartiers populaires. Donc c'était une variable d'ajustement dans laquelle on jouait beaucoup d'organisations politiques, aussi bien à droite comme à gauche. Et force est de constater qu'avec certaines lois qui étaient éminemment graves, je pense aussi bien aux lois liées à l'immigration qu'aux lois, par exemple, appelées dites séparatistes, on a eu une compréhension au fur et à mesure de l'intérêt de se lier et de dénoncer l'extrême droitisation de la société quand elle est au pouvoir, même si elle n'a pas l'étiquette extrême droite, quand ça commençait à toucher justement une partie de la population,
On l'a vu notamment dans le mouvement des Gilets jaunes, quand il y a eu des répressions policières énormes, quand il y a eu justement la loi d'état d'urgence permanent qui a été introduit dans le droit commun, ou au tout début, ou quand on criait à l'alerte, et d'ailleurs on ne l'a pas fait que nous-mêmes, mais nous sur Angers avec d'autres organisations, ATTAC, la LDH, on savait discuter ensemble, même si parfois on pouvait se critiquer, parce que les assauts légalistes avec des consortiums de groupes un peu plus activistes, c'est pas toujours facile. Mais on a commencé à alerter, et quand tout le monde a compris que finalement le bouc émissaire ou celui qui a été ciblé ou celle qui est ciblée parce qu'elle avait un potentiel de danger pour la France ou présenté comme un danger pour la nation française, on a compris que l'outil qui était installé pour cibler, notamment avec l'époque du terrorisme, certains groupes de population, on a bien compris que cet outil-là, il servait à autre chose. Et d'ailleurs, les premières personnes qui ont été victimes de ces politiques, ça a été d'ailleurs les activistes écologistes, ça a été les syndicalistes, avec des assignations à résidence, des surveillances, avec une politique de l'arbitraire, en fait. On était passé d'une société qui était déjà abjecte de juger des gens par leurs actes et de leur créer des doubles peines, par exemple. On est passé à une société de l'arbitraire, où finalement, les personnes ne sont plus surveillées, considérées, réprimées, oppressées pour ce qu'elles font, mais peut-être pour ce qu'on pense de ce qu'elles vont faire. Et d'ailleurs, là, ça commençait à nous mettre en commun avec nos habitudes de lutte dans les quartiers populaires, où on considérait que le combat est nécessaire, parce que des gens sont jugés, désavoués, tués aussi parfois, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils sont. Là, ce qui est évidemment, on ne va pas rattraper le passé, mais la nécessité de lutter contre l'extrême droite, pour nous en tout cas, c'est la nécessité de lutter contre l'extrême droitisation de la société qui dure déjà depuis pas mal de temps. Faire communion, c'est aussi ça. C'est en capacité de se lever contre toutes les politiques d'extrême droite, même si elles ne sont pas affiliées ou étiquetées ou tamponnées par les organisations habituelles qu'on connaît, traditionnelles de l'extrême droite. Évidemment, on a les projets de loi et puis les lois qui sont faciles à dénoncer, ce que ne font pas toujours d'ailleurs certaines organisations qui devraient le faire. On a les lois xénophobes, clairement aujourd'hui, et on a pas mal de choses sur lesquelles qui mériteraient un débat. Je le vois notamment par rapport à l'exclusion et la pratique permanente d'humiliation des femmes qui ont choisi par choix, par leur confession, en tout cas de vivre leur confession à travers un foulard, par exemple. Mais dans cette complexité, on a eu, comme je parlais dernièrement, cette espèce de un peu plus de communion pour considérer les violences policières comme étant dangereuses parce qu'elles ne sont pas que des violences policières en tant que telles ou des violences individuelles de policiers et même de policières aussi, mais aussi des violences d'État qui se traduisent d'ailleurs au niveau carcéral aussi. Et ça veut dire que si on discute de la lutte contre l'extrême droite, ça veut dire qu'il va falloir revoir tout ce qui s'est passé depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu des considérations manquées, des rencontres manquées entre les mouvements de lutte des quartiers populaires et les mouvements qui aujourd'hui nécessitent, en tout cas indiquent la nécessité de se battre contre ce qui ne fait plus corps commun, ce qui fait division, ce qui fait la création de boucs émissaires et ce qui fait la société dans laquelle on arrive aujourd'hui, où on a une complexité folle de tout ce qui pourra servir, en tout cas ce qui va facilement servir à un pouvoir qui va, cette fois-ci, se définir directement comme fasciste. Donc ça, c'est le premier aspect. Et puis, le deuxième aspect, c'est de pouvoir aussi partager les informations possibles et inimaginables sur ce qu'est l'extrême droite aujourd'hui. Alors pour moi, il n'y a pas d'ultra-droite. Il n'y a même pas de droite extrême. Aujourd'hui, l'extrême droite, pour moi, ça va autant de Retailleau à les milices qui ont eu cours, comme à Poitiers, avec l'Action française Poitiers, Poitiers nationaliste, et qui se sont fait connaître d'ailleurs très tôt, puisqu'ils s'étaient fait connaître en bloquant le chantier d'une mosquée. Mais ils avaient participé, ils avaient prêté main forte aussi, en tant que milice, à d'autres groupes qui voulaient avoir pignon sur rue, notamment à Angers et ailleurs. Puisque ne voir l'extrême droite qu'à travers sa vision politique, l'appropriation du pouvoir par le politique, c'est important, parce que c'est un levier qui leur permet aussi d'accéder ou de vouloir accéder au pouvoir, mais c'est oublier leurs petites mains et c'est oublier les consortiums aujourd'hui où des gens qui finalement tout opposaient, je pense à des groupes catho-intégristes
ou qui n'avaient rien à voir avec le bastion social, qui était plutôt, entre parenthèses, païen, ou des groupes nationalistes révolutionnaires. On pouvait penser pendant un temps qu'ils avaient tellement rien à voir qu'ils jamais ils s'associeraient, et pourtant aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Et ils le font d'autant mieux que, et c'est là où ça devient ahurissant, parce que tout est imprévisible. Qui aurait pu penser, par exemple, que l'extrême droite israélienne s'associerait aussi facilement avec l'extrême droite européenne et puis française, alors que, quelque part, ils sont ennemis par nature. Eh ben, on n'aurait pas non plus imaginé que certains groupes s'allieraient avec d'autres. Et d'ailleurs, cette année, puisque j'étais présent non pas pour participer à la manifestation, mais à la contre-manifestation par le village antifasciste. J'étais présent, malheureusement, à la manif du C9M, vous connaissez le comité du 9 mai, où là, on avait des gens qui, protégés par la police, je peux en témoigner, pouvaient arborer des saluts nazis avec des représentants, des porte-voix de Tours et d'Angers, notamment, qui, par essence, se disent patriotes. Donc là, on a quelque chose de complètement fou et ahurissant. Comment des gens qui se revendiquent patriotes peuvent s'associer avec des gens qui étaient finalement, qui font allégeance à un mouvement qui a été ennemi de la France et qui a été, le mouvement nazisme, on sait ce que c'est. C'est une frange de l'extrême droite, mais pour moi, aujourd'hui, on ne peut que les associer ensemble. Et d'ailleurs, quand on regarde plus attentivement un petit peu ce qui se passe, et les réseaux sociaux sont aussi malheureusement importants, on voit qu'ils convergent finalement vers une idée, qui est le retour non seulement au privilège, mais aussi à certains suprémacismes. Notamment, on va le nommer le suprémacisme blanc aussi. C'est tellement criant que, alors qu'à la base, on pouvait penser que leur différence d'approche était une différence objective. Par exemple, ceux qui avaient peur du progressisme, ceux qui avaient peur d'un certain progressisme, ceux qui voulaient tout simplement retrouver l'ordre ou un certain autoritarisme parce que par peur, par disciplination. Non, on voit que finalement, ceux qui les mieux tous, quand ils parlent, ils ont souvent ce mot à la bouche de cibler l'immigré, en fait. L'immigré et eux aussi. Immigrer l'étranger, l'étrangère, surtout quand elles sont du Sud. Surtout quand elles sont de pays subsahariens d'ailleurs. Et ce mot à la bouche qui revient en permanence, là où on aurait pu penser que certaines... Ce qui n'empêche pas qu'il y a certaines personnes qui sont dans l'extrême droite pour des fois certains objectifs qui sont différents les uns des autres. Certains le sont par rapport à des idées qui leur sont postulées, une perte d'identité ou des tas de choses. Mais on voit qu'ils se rejoignent quand même sur quelque chose, c'est cette espèce de retour à essayer de se rassurer par un consortium de groupes qui se ressemblent. On voit que leur point commun, finalement, c'est cette espèce de volonté de retour à un suprémacisme. Ce qui fait peur dans la mesure où l'extrême droite, et j'en parle encore, a, par l'histoire en tout cas, eu malheureusement son temps à elle, et là encore. Je pense à mes camarades qui sont en Outre-mer, qui vivent actuellement en plus avec le non-lieu du chlordécone, finalement la continuité d'un système néocolonial. Je pense à ceux qui sont en Kanaki. C'est toute la résurgence d'un pouvoir qui s'est affiché, notamment le pouvoir capitalisme dans sa naissance la plus horrible, qui a été l'esclavisation des corps humains, notamment qui venaient d'Afrique. Tout ça, c'est l'extrême droite, en fait. C'est l'histoire de l'extrême droite qui continue et qui aujourd'hui, pas qu'au niveau français, et c'est là où c'est effectivement à l'électeur, il faut s'alerter. C'est pour ça qu'il faut travailler tout de suite, maintenant, en urgence, les pistes possibles et imaginables pour lutter contre l'extrême droite. C'est qu'au niveau européen, on voit bien que, et au niveau mondial, jusqu'aux États-Unis, on voit bien qu'en tout cas, ces groupes-là, eux, réussissent malgré leurs différences, en tout cas, à essayer de s'accommoder, à faire on va dire, presque corps commun. Et on voit jusqu'où ça va quand on voit Viktor Orban en Hongrie profiter des lois européennes pour faire une guerre aux antifascistes. On voit que là, justement, ils sont passés un cran. D'où l'idée de passer tout de suite à l'idée de travailler justement la question comment développer des stratégies face à l'extrême droite. Effectivement, on ne peut pas y répondre comme ça en 5 minutes, mais on a plusieurs pistes quand même. Alors évidemment, on a les pistes locales qui sont du fait de ne pas avoir peur parfois, quitte à se fâcher parfois pour comprendre des postures différentes, mais essayer de créer des alliances, si ce n'est pas des convergences, au moins créer des alliances, se faire connaître, parce qu'on a des habitudes historiques de combats qui sont différentes. On parlait tout à l'heure, j'entendais parler d'essayer de réunir, essayer de comprendre au niveau des gens qui habitent dans les quartiers populaires. Ben effectivement, parfois, il n'y a pas les mêmes codes. Quand des camarades me disent, on dit, ce serait bien que des gens des quartiers puissent venir à nos réunions, ben oui, ben non, mais ce n'est pas la même manière de faire, de discuter, ce n'est pas les mêmes codes. Donc c'est arriver à trouver le contexte et les bases qui permettent de nous réunir.
Et puis pour pouvoir partager à la fois des informations qui sont importantes, parce qu'on a vu que par exemple, et je salue les médias comme Street Press avec qui on bosse, avec Blast, avec la Horde, avec beaucoup de groupes aussi antifascistes qui ont été très forts dans l'investigation, je pense au réseau Enjeu antifasciste. Pourquoi ? Parce que si on ne connaît pas les différentes formes d'extrême droite, on ne prend pas de l'avance. Tout va très très vite, à tel point que d'ailleurs, ceux qui ont le vent en poupe dans l'extrême droite, c'est surtout les accélérationnistes. Alors c'est quoi les accélérationnistes ? Vous allez me dire c'est quoi ce mouvement-là ? Oui, ils ont le vent très très en poupe, parce qu'à travers le virilisme et le masculinisme qui permet à des jeunes d'être recrutés, parce que ça donne de l'adrénaline d'intégrer une milice d'extrême droite qui va taper, faire des ratonnades avec une certaine complaisance parfois avec la police. D'ailleurs, il faut s'en inquiéter parce que je parlais de la police tout à l'heure, mais c'est aussi certains policiers, on en a la preuve, qui partagent des informations avec des milices aussi, néofascistes, donc ça c'est aussi grave. Et puis on a, cette espèce de fenêtre d'Overton qui est constamment repoussée, ce qui permet de faire accepter une partie de la population au-delà de la normalisation de l'extrême droite, ce qui permet aussi de pouvoir engranger pour toute une population une habitude, une normalisation de ce qui ne devrait pas l'être. Il y a 5 où il y a même pas un an, où il y a 2 ans, et on a parmi les accélérationnistes des gens qui aujourd'hui s'entraînent au-delà des sports de combat, s'entraînent au tir. Je suis sûr qu'à Poitiers, il y en a qui le font aussi, puisqu'ils sont en lien, on le voit à travers West Calesiam, on a eu assez de camarades qui ont noyauté ces groupes-là pour savoir jusqu'où est-ce qu'ils vont. C'est-à-dire qu'ils se préparent au chaos. Ils se préparent simplement au chaos final. C'est marrant pour des gens qui prônent la lutte contre l'insécurité, finalement de participer à cette insécurité, puisqu'on a vu ce qui s'est passé en Angleterre, cette manipulation qu'il y a eu au niveau des gens, qui a amené des espèces publiquement, des groupes qui venaient frapper des gens pour ce qu'ils étaient. C'est aussi ça sur lequel il faut s'alerter. Et c'est pour ça que toutes les stratégies possibles et inimaginables peuvent être intéressantes. C'est pour ça que je souscris complètement avec ce que fait Action Commune. C'est-à-dire que les stratégies d'appropriation d'un certain pouvoir, parce que ce n'est pas une fin en soi, mais comme levier stratégique, que ce soit au niveau des élections municipales, que ce soit au niveau de la rencontre de la Réunion, mais aussi d'essayer de se réapproprier aussi certains réseaux pour pouvoir déconstruire certains mots, certaines rhétoriques, tout va être important et nécessaire et urgent. Ok, merci beaucoup Jamel pour ça. Je pense que ça nous donne à voir un peu les différentes implantations et stratégies de l'extrême droite, mais j'aimerais continuer à creuser un peu avec toi. J'ai noté plusieurs choses. La première, tu dis faire des alliances avec les quartiers populaires et tu parles de manières de faire qui sont différentes. Est-ce que tu arriverais à détailler un peu ce que tu entends par là pour dire ok, c'est quoi les manières de faire différentes et comment on arrive à discuter. Moi à Grenoble, je sais qu'on a beaucoup bossé sur ça, les manières. Est-ce que c'est les réunions, est-ce que c'est comment on discute, comment on se parle, le vocabulaire qui est pas le même, la manière de parler qui est pas forcément la même. Voilà, est-ce que toi tu as un peu des trucs où tu vois comment on fait des ponts et tu parles de la fenêtre d'Overton. Je voudrais aussi te poser la question j'ai l'impression que moi, un axe, en tout cas que j'ai vécu moi très fort à Grenoble, c'est aussi la déconstruction des postures racistes qu'on a intégrées parce qu'on est dans une société raciste. Et est-ce que, à quel point c'est important pour toi aussi que dans ces listes citoyennes qui se montent, il y ait ce travail de déconstruction qui se fasse parce que il y a plein de manières de le faire, quoi, mais voilà. Non, mais c'est important. La remise en question, elle est importante. Si on ne la fait pas, on va louper le coche de la rencontre, tout simplement. Et c'est pour ça que je parlais de faire corps commun contre l'extrême droitisation de la société. C'est aussi comprendre le vécu des gens, en fait. Comprendre qu'est-ce qui fait que dans un endroit, un territoire qui est défini, certaines personnes n'ont parfois pas le temps à des réunions, à des longues réunions, à des longues discussions. Et puis peut-être considérer les endroits où on peut aussi finalement non pas aller vers, parce que je déteste ce terme-là, ou approcher des personnes, mais comment est-ce qu'on peut permettre à ce que ces personnes-là s'approprient, elles ont déjà approprié, mais comment est-ce qu'on a mieux connaissance de l'appropriation de l'espace public et des liens qui se font au sein des quartiers populaires. Ça peut être des liens de solidarité, mais ça peut aussi être des liens de discussion, et comprendre qu'est-ce qui fait le vécu des habitants de quartiers populaires. Parce qu'effectivement, quand on a une mère de famille qui est seule, parce qu'on a souvent beaucoup d'endroits où on a beaucoup de familles monoparentales, dont des femmes seules isolées, quand la société a décidé qu'il fallait travailler plus et qu'il fallait travailler le week-end et le dimanche,
et qu'elle se retrouve seule avec ses enfants, elle n'a peut-être pas le temps de pouvoir justement faire des réunions ou essayer de prendre du recul sur ce qu'elle vit déjà et ce qu'elle vit elle-même en tant qu'extrême droite, puisque quand elle va sortir le matin, quand ses enfants vont rentrer ou son fils va rentrer, il va peut-être ou pas lui raconter des histoires finalement racistes, purement racistes, de pratiques policières par exemple, ou de reconsidération de son orientation scolaire par exemple, où on a beaucoup d'enfants de jeunes qui sont désorientés carrément scolairement, parce qu'on va les assigner sur des lycées professionnels alors qu'ils n'en ont peut-être pas envie. On va peut-être aussi ne pas avoir peur de reconsidérer et prendre du recul sur tout ce qui fait leur vie tous les jours, à travers l'école, à travers le travail, à travers le traitement du bailleur, la politique HLM. Et je sais que quand une organisation, par exemple, antifasciste, que je connais bien, avec qui je suis aujourd'hui lié, était venue dans un quartier où il y avait un local, un des premiers locaux fascistes qui s'est installé. D'ailleurs, je pourrais l'expliquer plus tard, mais ça fait partie de leur stratégie aussi. Ils ont de multiples stratégies. On pourra le développer. Quand ils sont venus en terrain conquis, en se disant, bon, on va peut-être pas passer par les organisations d'habitants de quartiers populaires, on va être là. Ça, cette pratique-là, qui est clairement, méprisante, finalement, pour ce qui fait parfois des dynamiques avec lesquelles, des fois, des gens pour lesquelles c'est difficile, parce qu'on va avoir la mairie contre elle, on va avoir des tas de choses. Ça, c'est une pratique qui est clairement aussi, parfois, méprisante, qui fait que quand ils sont arrivés, ils se sont cassés les dents, en fait. Ils se sont cassés les dents, pourquoi ? Parce que moi, j'étais présent. Qu'est-ce que leur ont dit les premières personnes qu'elles ont vues dans le hall d'immeuble ? Parce qu'après, considérer un habitant, c'est parfois aller voir le jeune qui est en haut d'immeuble, parce que c'est la première personne qu'on voit. On ne va pas considérer d'autres espaces ou d'autres lieux où parfois des mamans se réunissent, où parfois des gens peuvent pouvoir être amenés à ce qu'on s'intéresse un petit peu à leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'ils leur ont dit ? Ils leur ont dit, mais attendez, vous venez maintenant ? Vous savez ce qu'on vit ? Vous savez ce qui s'est projeté sur nous ? Vous avez été là quand des grilles se sont imposées à certaines allées ? Vous n'avez pas été là ? Quand les flics viennent tous les jours nous emmerder, même quand on fait un barbecue, vous n'êtes pas là. Donc vous venez pour vous, en fait. Parce qu'il y a un local fasciste. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont répondu ? On s'en bat les reins, en fait. Nous, les fascistes, c'est les flics qui viennent tous les jours. Ça ne vous intéresse pas. Et on ne sera pas vos tirailleurs sénégalais. Et donc, eux laissaient ce local fasciste pour dire, ben voilà, c'est votre combat, c'est pas le nôtre. Nous, ça fait des années qu'on est là, ça vous a pas intéressé, ça vous a pas occupé, vous êtes là pour vous. Et donc, après, au fur et à mesure, parce que nous, en tant que militants, on a jugé l'importance de pouvoir réagir contre ce local fasciste. D'ailleurs, entre parenthèses, ceux qui ont réagi finalement, ça a été eux, ça a été ceux qu'ils ont rencontrés quand ils ont décidé de le faire. Et les manifestations qui ont eu lieu n'ont jamais fait fermer le local fasciste. C'est les jeunes, finalement, du quartier, quand ils l'ont décidé, qui ont fait fermer ce local fasciste par rapport aux interactions qu'il y a pu y avoir. Ok, merci pour ça. Et j'aimerais encore une dernière question pour toi. Du coup, l'Assemblée des quartiers, vous allez lancer des listes ou en tout cas vous présenter au municipal dans, je crois, 25 communes, mais tu peux peut-être redire. C'est quoi votre stratégie politique là pour 2026 ? Et là, on est dans le cadre des listes citoyennes et participatives. Pour toi, c'est quoi le lien entre ce que vous essayez de faire à l'Assemblée des quartiers et ces listes citoyennes participatives ? Parce que tu es venu là de Paris et tout, c'est que de Angers, pardon, on en a parlé ensemble. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu toi le lien que tu fais entre ces dynamiques et c'est quoi votre stratégie en gros pour les municipales avec l'Assemblée des quartiers ? Alors pour rappel, donc l'Assemblée des quartiers, donc ce sont des habitants et habitantes de quartier, mais ce sont surtout des militants et des militantes, parfois des activistes. Donc l'analyse et le point de recul va peut-être être différent de celui qui tous les jours n'a pas le temps de s'engager pour les autres, pour le bien commun des autres, pour la défense de l'intérêt des habitants et des habitantes. Et parmi les stratégies, et je le répète, qui ne sont pas une fin en soi, attention, ce n'est pas une volonté d'avoir le pouvoir pour avoir le pouvoir, a été défini, parce que c'est toujours un compromis, tout le monde n'est pas toujours d'accord, ça fait qu'1 an qu'on existe, certains sont pro-révolutionnaires, certains sont clairement attachés à l'interpellation, a été définie l'idée de pouvoir exister politiquement, et pour exister politiquement, c'est de pouvoir constituer des listes, être candidat aux élections. D'ailleurs, dans le contexte politique actuel, c'est peut-être évidemment nécessaire parce que l'extrême droite a cette volonté aussi d'appropriation, notamment de 300 communes, je crois, c'est passé de 70 à 300 communes par le biais de projets Périclès, Édouard Sterran, on pourra en reparler. Et donc l'idée, c'est de se dire, cette fois-ci, on ne laisse pas la main. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu l'occasion de discuter de certaines trahisons d'une certaine partie de la gauche, de certaines personnes qui se définissent de gauche. Moi, je ne me permets pas de dire la gauche parce que ça veut tout dire et rien dire.
pour essayer politiquement, rien de mieux que pouvoir, en tout cas, essayer de s'introduire sur le terrain des élections, notamment municipales, puisqu'on arrive en 2026. Alors, pour moi, à titre personnel, effectivement, l'idéal, c'est les listes citoyennes, mais il faut comprendre que quand on vit certaines souffrances, certains malheurs dans les quartiers populaires, quand on s'en prend plein la tête, on est obligé de définir une stratégie. Et que parfois, oui, sur certaines localités, pour pouvoir essayer en tout cas d'avoir l'objectif d'être dans les zones entre parenthèses de pouvoir, enfin ceux qui ont les clés des décisions, parfois on est obligé de définir de stratégies, de négociations avec certains partis politiques. Ça ne veut pas dire qu'on s'intègre dans un parti politique, loin de là. On va dire qu'il y a la gauche, qu'il y a la droite, et puis aujourd'hui il y a le sud. Voilà, ça va être nous, peut-être, potentiellement. Mais l'idéal d'une liste citoyenne qui est très important parce que ça permet aussi de faire la promotion d'une démocratie plus active, d'aller même au-delà de la co-construction des politiques publiques, mais de les co-décider. Moi, j'habite un quartier de 22 000 habitants. Je ne vois pas pourquoi des gens en costard-cravate au centre-ville décideraient à notre place. Mais dans cette volonté de stratégie, oui, effectivement, il y a les municipales, les élections municipales, et peut-être d'autres élections, et de trouver des négociations. En l'occurrence, sur certains endroits, ça va être avec les filles, d'autres c'est avec LV, ou des fois c'est tout seul, ou des fois c'est avec des listes citoyennes. C'est ce qu'essaie de se faire, par exemple, avec la Chapelle citoyen à Toulouse. Et donc, d'essayer de pouvoir, en tout cas, donner aussi de l'intérêt à ceux qui n'ont plus envie de voter aussi. Ceux qui n'ont plus envie de voter et qui ont des raisons aussi pour ça, donc il faut respecter pour pouvoir, en tout cas, essayer de changer la donne et éviter que trop d'administrations communales passent sous les mains de ceux qui profitent justement de cette abstention. Ok, merci beaucoup. Alors, on va passer à nos deux prochains intervenants. Merci, Jamel. Donc, Léa et Pierre, excuse-moi, j'ai raté ton nom. Nicolas, excuse-moi. Léa, j'ai marqué Pierre sur le document, je ne sais pas pourquoi, depuis le début, je t'appelle Pierre. Léa et Nicolas, du coup, vous êtes membres de l'ANVITA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est l'ANVITA déjà ? Bonjour, merci beaucoup. Merci pour les propos qui ont été tenus jusqu'à maintenant. Du coup, on est salariés à l'ANVITA, Nicolas et moi. Donc, l'ANVITA, c'est l'Association nationale des villes et territoires accueillants. C'est un réseau de collectivités territoriales qui sont engagées pour l'accueil inconditionnel. Donc, ça va être, on peut adhérer en tant que collectivité et aussi en tant qu'élu à titre individuel, souvent quand on est dans l'opposition. Et aussi, il y a des parlementaires qui sont élus. Donc, c'est un réseau plutôt d'élus. Du coup, avec Nicolas, on travaille à l'animation de ce réseau et avec pas mal de missions. Et on travaille aussi au plaidoyer vis-à-vis de l'État, notamment. Donc la question de l'accueil inconditionnel, c'est l'accès aux droits pour toutes et tous. Et évidemment, aussi beaucoup aux personnes qui sont dans des zones de non-droit, des flous juridiques, etc. Et notamment donc, les personnes en situation de migration ou d'exil qui n'ont pas pu avoir accès à un titre de séjour, etc. Donc c'est très large. C'est pour ça qu'on parle d'accueil inconditionnel, c'est qu'on veut vraiment parler de tous les publics et surtout pas faire de différenciation entre des publics qui seraient victimes de précarité en France et des personnes qui seraient en précarité administrative. Du coup, l'ANVITA a été créée aussi dans un contexte assez particulier puisque c'était... suite à la crise de l'accueil qu'on a connue 2016-2017 avec l'arrivée des personnes venues de Syrie et des situations d'encampement qui se voyaient de plus en plus dans les territoires, un désengagement de l'État progressif sur ces questions d'accueil alors qu'il y avait eu une volonté officielle d'accueillir et en fait le constat que non. Et donc des collectivités qui étaient en prise avec ces enjeux-là. Et donc le lieu de naissance a été beaucoup sur la situation calaisienne, donc avec la ville de Grande-Synthe où le maire de l'époque, Damien Carême, avait fait des temps de rencontre et suite à ces temps de rencontre, le constat que donc il y avait peut-être quelque chose à creuser côté municipalité pour faciliter, en tout cas, même si les collectivités ne sont pas compétentes sur l'accueil propre, c'est-à-dire donc régularisation, l'accès à un logement, etc. pour les personnes en situation d'exil, les collectivités, de par leurs compétences, pouvaient sûrement pouvoir mobiliser des choses pour faciliter le vécu des personnes qui étaient soit en transit ou soit en volonté de s'installer en France. Donc, c'est né de la volonté de 9 villes. Et puis aujourd'hui, du coup, on a un réseau de 90 collectivités. Donc, on a pu en citer quelques-unes. Grenoble était une des villes fondatrices. Et puis voilà. Et assez rapidement, donc il y a eu la charte autour de l'accueil inconditionnel
Nous, du coup, notre cible première, c'était donc l'État, de pouvoir faire bouger les lignes, de faire bouger les lignes autour de l'accueil inconditionnel, mais aussi autour de une meilleure participation des collectivités territoriales et des acteurs locaux de manière générale aux politiques nationales, en disant qu'en fait, fallait aussi travailler avec ceux qui vivent la situation au jour le jour, au quotidien, donc pouvoir avoir quelque chose de plus concerté comme politique nationale, avec la défense d'un modèle, d'un triptyque entre l'État, les collectivités territoriales et la société civile dans toute sa globalité, et donc avec les personnes concernées évidemment au sein des politiques. Par rapport, pour revenir à la question de l'extrême droite, dans la charte initiale, la seule mention qui était dans les statuts, la seule mention, c'était de dire que toute personne, peu importe sa couleur politique, pouvait être membre de l'ANITA, sauf les personnes qui prouvaient la question de xénophobie et de racisme. Et au début, nous, notre cible numéro 1, c'était donc l'État, les politiques d'État, etc. Et puis, on a vu un tournant, en tout cas, nous, dans notre activité associative, on a vu que ça a commencé à impacter aussi nos missions, la montée, suite à 2022, les élections présidentielles qui ont été un accélérateur de discours xénophobes et racistes. Et en fait, avec les cas qu'on a connus, je ne sais pas si tout le monde est familier au cas de Calac et de Saint-Brévin, où du coup, là, il y a eu des projets d'accueil qui ont été... Calac, c'était le premier, un projet d'accueil qui a été vraiment ciblé par l'extrême droite et instrumentalisé. Et il y a eu une violence inouïe contre plein de gens, mais aussi du coup contre les élus. Et du coup, avec notre casquette de réseau d'élus, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour appuyer, pour soutenir, pour protéger des élus qui seraient engagés pour faire avancer la cause, pour être volontaristes, accueillants, etc. Et qui se retrouveraient confrontés à des situations de violence comme ça sur les territoires. Il y a eu ensuite Saint-Brévin, où le maire a eu ses biens personnels incendiés. Donc voilà, donc nous, ça nous a vraiment questionné en tant que projet associatif. Et donc ça a été, on s'est dit qu'on avait le temps encore un petit peu, mais en fait, il y a eu les élections législatives en 2024. On s'est dit non, on n'a vraiment pas le temps, parce que si demain il y a, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on devient des villes résistantes ? Est-ce qu'on devient des villes rebelles face à l'extrême droite ? Voilà, on s'est posé toutes ces questions-là, et donc on a décidé de voter un plan municipal, un plan d'action maire accueillant qu'on va pouvoir vous détailler. Ouais, ben voilà. Est-ce que du coup vous pouvez nous détailler ce qu'il y a dans ce manuel qui est là ? Vous pourrez prendre des exemplaires, je pense. Alors qu'est-ce que du coup on peut faire au niveau local sur la question d'accueil face à l'extrême droite ? Merci pour l'invitation déjà. Du coup, effectivement, pour reprendre un peu le fil de ce que disait Léa, on a commencé à se mobiliser sur les enjeux de lutte contre les extrêmes droites au moment de Calac et de Saint-Brévin, et du coup ça rejoint un peu ce que disait Jamel aussi sur les définitions de ce que c'est que l'extrême droite. C'est qu'à ce moment-là, on a vu vraiment se matérialiser une union de toutes ces formes d'extrême droite dont on a parlé, à la fois des partis politiques, à la fois des médias, parce qu'il y a aussi maintenant des médias de grand public bien d'extrême droite, les groupuscules qui font des actions violentes, qui commettent des actions violentes, etc. etc. Et tout ça, c'est assez rassemblé sur le cas de Calac et de Saint-Brévin-les-Pins. Du coup, ça a été un peu des moments un peu charnières, on va dire, dans ce forme de mobilisation. Et l'idée principale de cette mobilisation, en tout cas dans celles et ceux qui y ont réfléchi et l'ont mis sur pied, c'était de matérialiser la théorie conspirationniste et raciste du grand remplacement. C'était de dire, Calac, c'est la lutte de la France blanche qui doit se faire, quoi. Et du coup, c'était leur volonté de faire ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, nous, on s'est dit, en fait, au sein de l'ANITA, concrètement, si ça arrive dans une collectivité qui est membre de notre réseau, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on fait ? On ne sait pas. Du coup, on s'est dit il faut absolument que déjà on se forme nous-mêmes, qu'on arrive à monter en compétence là-dessus. Et du coup, on a commencé à se rapprocher de tout un tas d'acteurs. En premier lieu, de Vox Public. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une association qui défend les libertés associatives principalement et qui soutient aux pratiques de plaidoyer, notamment plaidoyer contentieux, juridique, mais pas que, pour les associations. Et en fait, eux, ils sont assez calés, on va dire, sur ces enjeux-là de lutte contre les extrêmes droites. Donc, on s'est associé à eux et du coup, on a développé un guide qu'on a appelé « Défendre l'accueil et la solidarité face à l'extrême droite », où l'idée, c'était justement de revenir un peu sur ce qui s'est passé à Calac et à Saint-Brévin-les-Pins, comment ces mobilisations ont pu arriver et en fait, comment on peut lutter contre, du coup, à la fois sur le temps court,
dans l'urgence, comment on réagit, comment on riposte, et à la fois sur le temps long aussi, comment on prévient en fait ce type de violence et comment on fait pour que localement la population soit en fait aussi en résistance face à ce type de violence, quoi. Donc ça a été le premier pas en fait, ce guide. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire un peu du coup ce qu'il y a dans ce guide Ouais. concrètement quoi? Ouais. Un peu. Du coup, il est composé en plusieurs parties, mais du coup, principalement, l'idée, c'est de donner des conseils sur comment on peut s'armer, se préparer face à des mobilisations de ce type-là. Du coup, à la fois en utilisant les outils de la communication et en même temps, ou alors en utilisant les outils juridiques pour riposter. Typiquement, sur les outils de la communication, l'idée, c'est on a fait un peu un travail d'épluchage de comment ça s'était passé à Callac, à Saint-Brévin-les-Pins, et on a identifié qu'à plusieurs endroits, en fait, il y avait eu des failles, on va dire, sur la manière dont la communication avait été gérée par les collectivités. Par exemple, à Callac, il y a eu un article qui est passé dans Ouest France. Et Ouest France, c'est le premier quotidien français, hein, donc c'est extrêmement lu. Et en fait, l'article dans Ouest France, il reprenait tel quel un tract des opposants de Callac, du coup, qui a donné des informations complètement fausses, diffamatoires, qui a gonflé absolument les chiffres. C'est-à-dire que ça parlait d'un projet d'accueil pour, 60 familles. Du coup, ça revenait à 300 personnes. Et du coup, pour une ville de la taille de Callac, de 2200 habitants, les gens trouvaient que c'était forcément complètement surdimensionné, alors que ce n'était pas le cas, en fait. C'était 60 personnes en tout. Mais du coup, en fait, cet article-là est passé dans Ouest France et donc tous les habitants autour ont eu cet article-là et sans correction, quoi. Sans droit de réponse. Et du coup, on a identifié qu'il y avait ça. Du coup, déjà, avoir aussi des outils qui permettent aux collectivités de ne pas laisser dire ce genre de choses, quoi, et de reprendre en main la communication. Parce que aussi, il y a ça qu'on a pas mal identifié sur ces cas-là, c'est que, en fait, quand on arrive à ces niveaux de violence, le problème, c'est qu'on est placé dans une posture de communication réactive. C'est-à-dire que c'est l'extrême droite qui choisit les termes du débat. Et là, actuellement, sur les enjeux de migration, sur les enjeux d'accueil, ce qu'on constate partout dans le débat public, dans le débat politique, c'est que c'est l'extrême droite qui choisit les termes du débat. Et du coup, les autres voix sont obligées de courir après et d'essayer de démonter. Mais on sait très bien que démonter des fausses informations, ça prend plus de temps et c'est moins efficace d'un point de vue de communication que de balancer des fausses informations. On a vu très bien ça avec la réélection de Trump. Donc l'idée, c'est de renverser le regard et du coup, comment on peut être maître, on va dire, de la façon dont on débat des enjeux. Et du coup, il y a un certain nombre de conseils. Par exemple, l'idée, c'est si une commune souhaite s'engager sur un projet d'accueil, en fait, il faudrait que dès le départ, elle lance la communication dessus et par exemple, elle produise un document type vrai-faux, type FAQ, où elle met toutes les informations qui pourront être transmises ensuite aux journalistes et qui fait qu'on aura un document de référence auquel se rattacher, quoi. Et du coup, même s'il y a des groupuscules ou des partis politiques qui essayent de faire de la désinformation dessus, en fait, on a déjà un document de base, de référence sur lequel se référer et du coup se dire, en fait, il raconte n'importe quoi. Donc ça, c'est un des exemples. Après, il y a aussi... Et peut-être un exemple en cours qui n'est pas de la communication. Il y a des choses où... Sur l'aspect juridique, on peut peut-être citer des exemples de ce type-là. On a dans les collectivités des grosses villes, on va dire. On a par exemple la ville de Rouen qui est membre. Et en fait, à Rouen, il y a un groupuscule qui est assez actif qui s'appelle les Normaux. Ils avaient d'autres noms avant, mais ils sont dissous, ils changent de nom et en fait c'est les mêmes. Et en fait, ils organisent des soirées du type qui s'appelle Auslander House, donc en allemand, littéralement en français étranger dehors, donc ça mérite d'être assez clair. Et en fait, ils ont un local et du coup, ils organisent des soirées comme ça à leur local. Et du coup, qu'est-ce que le maire peut faire à ce moment-là ? Il peut essayer de faire interdire ces soirées en saisissant le préfet. Le problème, c'est que c'est pas forcément évident d'avoir des bonnes relations avec son préfet, mais là, en l'occurrence, à Rouen, ça marche pas trop mal. Donc, il a pu faire interdire cette soirée-là. Donc il y a, en saisissant le préfet, on peut faire interdire des choses, on peut faire interdire des manifestations aussi, parce qu'il y a des manifestations des fois qui peuvent être organisées un peu sur le même modèle.
Ça peut être ce genre de choses. Et après, ça peut être aussi lutter contre les violences qui visent directement les élus. On a identifié aussi, pareil, à Calac, que, par exemple, il y avait une élue qui portait le projet au sein du conseil municipal qui a été extrêmement visée, cyberharcelée. Elle avait des visites chez elle la nuit avec des mots déposés dans sa boîte aux lettres, etc. Et en fait, il y a des dispositifs qui existent pour protéger en tant que possible les personnes. Par exemple, il y a... la protection fonctionnelle, la protection au titre de son mandat d'élu. En fait, le conseil municipal peut voter le fait que la personne elle soit protégée. Et du coup, ça prend en charge ses frais d'avocat, par exemple. Enfin, en gros, tout un tas de dispositifs. Si on n'a pas l'information, on n'y pense pas. Et en fait, après, on laisse des personnes subir des violences, quoi. Ok, merci. C'est très concret, je pense, pour... se préparer et puis pouvoir accueillir en subissant moins l'extrême droite au niveau local. Est-ce que tu veux nous donner un exemple où tu trouves que ça a bien marché ? Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que aussi un des trucs que effectivement j'ai oublié de préciser, c'est qu'au moment où on a commencé à s'intéresser à ça, on a aussi lancé une cellule de veille interne au sein de Landvita pour justement avoir une vision sur ce qui se passait au sein des territoires membres, sur les enjeux d'organisation des menaces d'extrême droite qui visent certaines collectivités. Et du coup, on a des formes d'alerte qui nous viennent qu'on essaie de lancer au sein de notre réseau assez régulièrement. Et du coup, on parlait de Stérin juste avant. Donc, un exemple concret de ce qu'on peut faire. Pierre-Édouard Stérin, c'est quelqu'un, du coup, vous avez sûrement entendu parler, qui a un projet de financer l'union des droites, donc la droite dite républicaine et l'extrême droite, pour la faire advenir dans les urnes et dans les esprits. Donc 150 millions sur 10 ans avec le projet de 300 villes pour le RN et 1000 villes pour cette union des droites-là. Et dans ces multiples casquettes et multiples projets, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien avancer avec des chevaux de Troie. Des chevaux de Troie, du coup. Des chevaux de Troie. Un de ceux-là, c'était les Nuits du bien commun, que vous avez peut-être entendu parler. Et un des derniers chevaux de Troie qu'il a lancé, c'est un label qui s'appelle Nos plus belles fêtes de France. Donc ça a l'air très innocent comme ça. Ça a l'air être assez sympa. En plus, il y avait Stéphane Bern qui était partenaire. Donc... ça passait bien à la télé. Et en fait, derrière nos plus belles fêtes de France, en fait, c'est lui qui finance. Et c'est une association qui s'appelle, je sais plus quoi, 496 en référence au baptême de Clovis. Donc, c'est aussi bien noté historiquement, on va dire. Et l'idée, c'est vraiment de diffuser cette idée de la France éternelle, la France chrétienne, la France blanche, et du coup, de financer ça, quoi. Et donc, il y a un site internet, vous pouvez aller dessus, Nos plus belles fêtes de France, et en fait on voit collectivité, telle ville, il y a cette fête, ça c'est Nos plus belles fêtes de France. Du coup, nous on a vu ça, on a fait ok, il y a des collectivités Handvita dans le lot, donc on va juste contacter toutes les collectivités Handvita une par une et leur dire regardez, faites gaffe, vous êtes référencés sur ce site-là, ça promeut finalement les idées de droite et droite extrême. Voyez si vous pouvez faire quelque chose, quoi. Et du coup, il y a plusieurs villes comme ça qui ont déjà annoncé qu'elles sortaient de ce label. Donc, il y a la ville de Bayonne, par exemple, d'Andaille, pardon, Annecy, Granville, etc., etc. Ok, merci. Tu voulais revenir sur le guide ? Ouais. Après, il y a en effet la conférence où on sera ce soir, où je pourrais peut-être plus expliciter en entier, mais du coup, Nicolas il s'est arrêté sur le guide qui a été vraiment notre premier pas, et après qui a mené vraiment à tout ce plan que je mentionnais tout à l'heure, qu'on pourra peut-être plus développer ce soir, mais juste rapidement, on a développé 5 axes pour juste accompagner toute cette période d'année pré-municipale et jusqu'à janvier 2026 pour que toute personne qui allait prendre la parole pendant cette période-là et les candidats et les élus sur leur territoire puissent être le mieux armés possible, être un réseau d'outillage dans ces cas-là. On a donc dans les 5 axes, on a des webinaires, on a des formations que Nicolas anime, formation accompagnement à la lutte contre les extrêmes droites, qui est ce guide-là, mais version encore plus amélioré. On a un manuel, que c'est celui-là dont je voulais vous parler. On a un canal WhatsApp aussi pour pouvoir aider à partager beaucoup d'éléments, des éléments de réponse pour réagir un peu au buzz, à tout ce qu'on peut voir, et puis avoir des temps de rencontres et d'événements. Donc c'est un peu les 5 axes. Celui qu'on est en train de sortir et qui est là, c'est justement ce que disait Nicolas, on a essayé aussi d'outiller pour éviter de tout le temps être dans la réaction et de voir comment des élus ou des personnes engagées sur des territoires pouvaient être force de proposition.
Et nous, pendant 6 ans, à l'Invita, on a accompagné donc, près de 90 collectivités dans leur politique d'accueil. On a vu pas mal de choses chouettes. Donc, à gauche, le premier guide, c'est annuellement, on met en avant toutes les pratiques accueillantes qu'il y a sur le territoire. Et donc, c'est le quoi faire, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'élu. Et on s'est dit que là, après 6 ans, ça serait chouette d'avoir un outil pour les nouveaux élus de prochain mandat et de se dire, au-delà de quoi faire, c'est comment faire. Et donc, là, il va être officiellement sorti fin septembre, début octobre. Donc, c'est vraiment un premier jet. Il n'est pas encore diffusé sur les sites internet, mais il le sera. C'est je m'installe dans mon mandat et comment je ne pars pas de zéro et que j'apprends de l'apprentissage des anciens élus qui ont pu vivre ces questions-là, avec toute une partie de déconstruction, parce que je pense qu'en effet, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est hyper important de se déconstruire, de savoir on a une voix, en tant qu'élu, on va avoir une voix qui va porter, peu importe le spectre de la voix, mais on a en tant que responsable politique, et donc quels mots on utilise, comment on est conscient des mots qu'on va utiliser, et de leur poids politique. Donc il y a toute une partie de déconstruction des mots, une partie aussi de déconstruction avec des chiffres pour rationaliser un petit peu ces questions-là. Et ensuite, il y a toute une partie vraiment, OK, j'arrive dans mon mandat, où est-ce que je m'installe, quels sont les espaces intéressants à occuper en tant qu'élu, et ensuite comment je travaille avec toutes les parties prenantes du territoire, donc les partenaires associatifs, les personnes concernées, etc. Voilà, c'est vraiment plus le comment faire. Ok, merci beaucoup. Un des trucs que je retiens, moi, c'est qu'il faut, de vos 3 interventions, c'est qu'il faut vraiment se pencher sur le sujet, comprendre comment ça se décline au niveau local dans les communes, et du coup comprendre là où on peut agir. Est-ce que c'est interdire un événement? Est-ce que c'est qu'il y a un local fasciste à tel endroit? Est-ce que voilà. Et juste un dernier élément, évidemment, adhérer à l'Invita vous aidera. T'as raison, fais la promo. Et ben du coup, Daniel, à l'écoute de tout ça et de ce que toi t'as vécu et un peu de ce qu'il y a dans ton, présente déjà le syndicat, et après raconte-nous toi. Voilà, donc toi t'es élu. Comment tu appréhendes ces questions-là d'extrême droite, et comment vous essayez de faire votre part sur cette question-là? Oui, merci. Merci aussi pour vos interventions. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, je suis là, ici, au titre de Pamiers Citoyenne, donc en tant que ex-tête de liste en 2020 de la liste. C'est à ce titre-là que je suis là. Et par ailleurs, je suis militant dans une association qui s'appelle Visa en tant que militant syndical. Voilà. Mais je veux surtout commencer par parler de mon expérience, de notre expérience commune, puisque c'est une expérience collective au travers de ces questions-là. On a été en 2020, et je pense qu'on sera en 2026, la seule liste à afficher clairement des positions antifascistes. Ça paraît peut-être simple pour certains, mais ce n'est pas si évident que ça, y compris dans les débats publics, de dire qu'on est antifasciste ou de dire qu'on combat les idées d'extrême droite. Les formulations peuvent varier. Nous, on a choisi de mettre le mot antifasciste dans notre profession de foi, et après de le porter dans différents débats, pas systématiquement, on ne va pas parler d'antifascistes sur tous les sujets, mais en tout cas de le porter dans des conférences de presse, dans des débats publics et autres. Et également, dans notre programme, on avait en 2020 la proposition, le vœu, le souhait, la volonté d'adhérer à Anvita. Hein. Donc je l'ai dit, je l'ai dit là, et on le remettra bien évidemment en 2026. Donc ça, c'est des marqueurs aussi, parce que je pense que ce qui peut permettre des fois aussi à des idées de progresser, c'est de ne pas les combattre ouvertement, de les combattre de façon détournée. Donc il faut aussi avoir cette volonté avec le risque que ça peut occasionner. Hein, les exemples de la Bretagne, mais ailleurs aussi, ça peut provoquer des difficultés. Donc là, il faut bien sûr être la jouer collectif. Autre élément important, au nom de la liste Pamiers Citoyenne, notre groupe, puisqu'on est élu minoritaire, moi je dis d'opposition, mais élu minoritaire au conseil municipal, on a eu l'occasion régulièrement en conseil municipal, nos conseils municipaux sont filmés en direct sur une chaîne YouTube et retransmis, et on sait que les gens les regardent, donc c'est aussi une vitrine importante, enfin en tout cas une prise de parole publique importante, et on a eu l'occasion à plusieurs reprises en conseil municipal d'intervenir sur des sujets. Par exemple, on a découvert, alors on n'a pas une municipalité d'extrême droite, hein, que les choses soient claires, mais ce que disait Jamel tout à l'heure, des choses qui glissent dans les discours d'autres. On a vu apparaître dans un bulletin municipal, sous couvert de donner la parole à un urbaniste,
dont les propos étaient soi-disant reproduits, de parler que dans les quartiers ou dans les habitations, il y avait des problèmes de revenus, etc. Mais il y avait aussi des problèmes de race. Le mot race était utilisé. Et donc, on est intervenu en conseil municipal pour dire, dans un bulletin municipal, dans ce contexte-là, le mot race, il y a des problèmes de race dans les quartiers. Donc, la mairie a défendu en disant, mais nous, on a reproduit les propos du sociologue urbaniste, etc. On a pris la peine de contacter ce sociologue, de regarder d'abord ce qu'il écrivait et d'où il parlait, et de le contacter. Moi, je l'ai eu en direct au téléphone. Il dit non, moi, j'ai jamais tenu ce type de propos. Je conteste totalement le mot de race, etc. Et il a mené une action vis-à-vis de la municipalité pour contester cette reprise de propos. Voilà. Donc, c'est pas des actions spectaculaires, mais c'est en tout cas une vigilance permanente à avoir, de pas laisser passer le moins d'interstices et autres. Alors, de pas laisser, il n'y a qu'à Faucon, mais en tout cas d'être vigilant collectivement et d'agir là-dessus. On a également en Ariège une coordination contre les idées d'extrême droite, 1000 pieds dehors. Donc des liens qui se nouent. Moi, je suis militant aussi. Enfin, je participe aux actions. Et on a des manifestations publiques, Antifa-Fest, festival antifasciste avec des prises de parole et des parties musicales, et des difficultés pour que ces festivals... Ces festivals, on dit, ouais. J'ai eu un doute tout à l'heure. Ces festivals antifascistes trouvent leur place dans l'espace public. Et donc là, on a assisté en Ariège, qui pas, au niveau des municipalités, en tout cas étiquetées extrême droite, on a vu des municipalités qui ont refusé en disant oui, mais ça va coincer, vous comprenez, anti-fasciste, nous on est pour. Voilà. Donc, c'est des combats qui se mènent à tout l'espace, et c'est aussi là où je fais le lien avec ce que vous avez dit, aussi être accueillant pour des structures, des événements qui ne sont pas forcément bien accueillis ailleurs. Je pense que ça aussi, ça peut être une façon d'agir. Et le dernier point sur la partie mandat, c'est dire que nous, à Pamiers, dans les municipales 2026, on sait, moi je dis on sait, d'autres disent on pense qu'il y aura des listes d'extrême droite, y compris dans la plus grosse ville du département, mais qui fait 16 000 habitants. On risque d'avoir, parce qu'il y a eu déjà précédemment des élus d'extrême droite à Pamiers, au conseil municipal, qui ont été élus, 2 élus il y a le précédent mandat, pas l'actuel, qui n'ont quasiment rien fait, qui ont été élus et qui n'ont plus participé en tant qu'élus d'opposition, n'ont pas joué le rôle qu'on peut jouer nous de vigilance, de travailler sur les dossiers et autres, et ils ne se sont pas représentés. Mais là, ils ont distribué dans les boîtes aux lettres de Pamiers des programmes, ils ont diffusé des tracts, ils ont diffusé un sondage, que pensez-vous de la politique de la ville sur l'embellissement des rues, sur la sécurité, sur les poubelles, etc. etc. Dites-nous ce que vous pensez, téléphonez à ce numéro de téléphone, et quand on appelait le numéro de téléphone, on remplissait le sondage, on tombait sur le responsable de Reconquête sur le département. Voilà. Donc c'était l'union des droites. Il y avait un coq bleu, blanc, rouge quand même, mais voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on vit dans nos territoires. Et je voulais juste prolonger ce que tu disais sur les quartiers. On a des phénomènes similaires, et souvent il y a des rapprochements au niveau des ruralités, de la ségrégation et autres, sur des territoires ruraux, avec aussi des personnes non blanches, je reprends ton appellation, qui vivent dans les ruralités, et qui vivent aussi des oppressions, des attaques et des remises en cause dans des modes d'action qui sont peut-être différents, qui sont certainement différents de ce que tu vis dans les quartiers, mais sur lesquels on peut faire des rapprochements. On peut faire des rapprochements aussi, disparition des services publics, etc. etc. Donc ça, c'était juste la partie en tant qu'élu. Et je vais juste prolonger, j'ai prévu que je ne parle pas trop longtemps, sur mon engagement militant, donc, pour lequel je ne suis pas là, je ne suis pas mandaté, mais je veux quand même en parler. C'est l'association VISA, donc Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste, qui est une association qui est dans le monde syndical un peu particulière, puisque c'est un cadre permanent de lutte sur l'antifascisme. Et quand je dis permanent, ça fait plus de 25 ans, enfin ça fera 30 ans en 2026. Et c'est un des rares cadres de lutte permanent sur un sujet. Il y a la même chose, enfin le même type de cadre permanent de lutte sur le féminisme. Il y a un cadre de lutte femmes au niveau du syndical. Et l'intérêt de ce cadre permanent de lutte, c'est qu'il regroupe toute une série de syndicats très, très différents. Alors, il y a
il y a des syndicats qui sont plus engagés dans cette lutte antifasciste. Je vais les citer, la CGT, la FSU, le Solidaire. Voilà, il y a plus de 300 syndicats qui sont impliqués. Et l'intérêt pour vous, pour nous, en tant qu'élus, de connaître cet outil-là, c'est qu'on peut y trouver, en tant qu'élus, des analyses pour comprendre ce qui se passe. Et notamment, il y a tout un travail qui a été fait sur la mandature 2014-2020, sur ce que font les élus d'extrême droite quand ils sont au pouvoir. On les a essayés. Pour ceux qui disent ceux-là, on les a pas essayés. On les a essayés bien sûr à l'Assemblée nationale, au Parlement européen, je ne vais pas faire la liste là, mais dans notre sphère à nous, on les a essayés. Et donc on a fait un travail Visa a fait un travail avec les militants de terrain, des collectivités territoriales, du monde de la culture, du monde de l'éducation, pour recenser les faits et gestes de ces municipalités et les analyser, les comprendre. Et là, on voit vraiment des invariants sur la culture, des invariants sur les attaques contre les droits des personnels, des invariants sur les services publics. Ça ne paraît pas le plus évident au niveau de l'extrême droite, mais bien rappeler que quand ils sont au pouvoir ou quand ils influencent les sphères de pouvoir, ils sont toujours favorables au patronat, le plus grand patronat et autres, et donc ils agissent aussi contre les services publics en privatisant dans les mairies certains services, en ayant recours de plus en plus à des délégations de services publics, ce qui est un moindre mal, mais surtout à des concessions ou à de la sous-traitance. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut être vigilant. Donc je ne vais pas faire ici un inventaire complet, mais je vous invite à aller regarder ce qui se passe et aussi à aller regarder. Tu en as cité quelques-uns, pour connaître sur vos territoires, sur nos territoires, ce qui se passe au niveau des forces d'extrême droite. Vous avez des sites comme la Horde qui font des cartographies de ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire aussi bien les organisations vitrines politiques, mais également les groupuscules qui agissent, mais également ceux qui agissent sous couvert de la famille, de l'éducation, des médias et autres, pour aller identifier ce qui existe sur vos territoires en termes d'antennes, mais également les répliques qui existent, donc 1000 pieds dehors. Il y a des cartes qui existent, des collectifs antifascistes avec lesquels vous pouvez ou pas avoir des liens, mais en tout cas les connaître et identifier dans vos territoires ce qui se passe. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà pas mal de choses. Ça nous dégrossit vraiment la stratégie de l'extrême droite et des leviers, notamment, moi j'entends sur la bataille culturelle à mener face aux idées d'extrême droite. Mais je voulais vous donner la parole. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qui vient d'être dit ? Voilà, comment ça résonne, voilà. Je ne sais pas qui avait les micros tout à l'heure. Ouais, ok. Oui, je voulais savoir comment ça se passait l'adhésion pour Anvita, pour des élus d'opposition, des élus majoritaires, des collectifs, voilà, le montant, enfin comment ça se passe concrètement. Ok. On va prendre plusieurs... Bonjour, je m'appelle Anaïs et je viens d'Ariège, du coup je connais bien Daniel. Je viens du milieu militant assez radical et en milieu rural, nous on a ouvert un lieu culturel et on a décidé de l'adoucir entre guillemets parce que dans le milieu militant radical, j'ai vu qu'on avait perdu beaucoup de gens. Je viens de la grande ville à la base et du coup nous on a décidé d'ouvrir un lieu qui était un peu plus tempéré pour essayer d'aller creuser la question de classe sociale, de gens qui n'ont pas forcément une culture politique comme moi je peux en avoir une par exemple, et comment on fait pour aller rattraper un peu ces gens et les questionner par rapport à ça. Et je trouve que cette question du curseur aujourd'hui, elle est très compliquée parce que ça a été extrêmement, ça s'est flouté partout. Et dans nos vallées, nous on voit beaucoup par exemple ce que j'appelle l'écofascisme. Alors je ne sais pas si ça parle à beaucoup de gens ici, mais tous les milieux écologiques qui peuvent amener des pensées de repli, de refermer et de vivre des fois jusqu'à du survivalisme et tout ça. Nous, on est dans des vallées très fortes là-dessus. Et il y a un vrai terrain à travailler à cet endroit-là. Et voilà, je voulais juste le partager pour des outils à amener là-dessus. Je suis plus près. Non, c'était juste une remarque. Je ne sais pas s'il y a d'autres gens de Poitiers, mais à Poitiers, on se dit qu'on est une ville de gauche depuis très longtemps, avec beaucoup à une université forte, donc on réfléchit, enfin voilà, on est
catégorie, enfin, très éduqués, etc. Et en fait, je me dis que c'est un gros impensé dans la ville de Poitiers. Le fait d'être... Enfin, moi, je ne me considère pas comme raciste, mais je pense que malgré moi, j'amène des comportements de personnes dominantes parce que voilà, j'ai un milieu... malgré moi, j'ai des privilèges. Et que je me dis que c'est vraiment un impensé chez nous, à Poitiers, de dire ça et de se considérer comme ça. Alors, je ne suis pas la grande méchante, effectivement, mais si on ne le pense pas et si du coup, on ne le conscientise pas, eh ben, on aura une lutte moins efficace, quoi. Et c'est de se dire, alors effectivement, ça peut être très culpabilisant de se dire, ça fait 30 ans que c'est comme ça et j'ai rien fait de plus que de dire si je suis pour le mariage pour tous, qu'est-ce qu'ils ont, enfin voilà, pourquoi ça les embête, enfin autour de moi rien de plus, quoi. Mais en fait voilà, c'était juste dire que même ici où on se dit on est protégé et on réagit que quand c'est les présidentielles, effectivement, sur voilà, des gros coups médiatiques, politiques, que malgré nous, nos postures, on peut ramener ça quand même, effectivement, cette dominance blanche malgré nous, parce que voilà, on est le fruit de l'histoire de notre pays. Alors, c'était juste une remarque, et de se dire, peut-être qu'il faut le penser plus clairement dans... Ça fait partie de la bataille, la déconstruction sur... Tout à l'heure, tu parlais que les groupes d'extrême droite arrivaient à se fédérer malgré leurs différences. J'ai l'impression qu'ils le font parce qu'aussi ils se sont décrétés alors le terme est un peu fort, hein, mais un ennemi commun, un bouc émissaire. Comment on fait à gauche pour fédérer sans avoir ciblé une... Enfin, parce qu'on va pas faire ça. Mais du coup, autour de quoi on fédère, parce que du coup, ils ont un peu cette simplicité de trouver cet ennemi commun. Et nous, du coup, quelles sont nos pistes, sur quoi on se rassemble? Ok. Il y avait derrière aussi, il y avait une dame, un monsieur. À votre avis, est-ce que le partage du pouvoir, via notamment les listes citoyennes, peut être un levier, l'ouverture du débat à tous et toutes? Est-ce que ça peut être un levier transformateur des opinions et lutter en profondeur contre les idées d'extrême droite? Est-ce qu'on peut avoir en tout cas je le souhaite, j'espère, des changements d'opinion? Et est-ce que vous avez des exemples, des anecdotes un retour d'expérience sur ça, sur un changement d'opinion, voilà. Ok, merci. On va s'arrêter là si c'est bon. Ouais. C'est juste qu'après, j'ai noté. Mais pour répondre pour vous, c'est pas facile s'il y en a beaucoup. Bonjour. Didier, moi je viens de la Sarthe. Et moi je constatais un truc en Sarthe, c'est qu'en fait on a 3 départements, là, la Sarthe, la Mayenne et l'Orne, où on assiste à un problème, c'est la désertification du monde rural. Et ça, c'est un facteur vraiment important à prendre en compte. Moi-même, aujourd'hui, je suis obligé de partir. Alors moi, il faut qu'on m'explique, tu me dis, moi-même, je suis obligé de partir, alors il faut qu'on m'explique, on me dit, ouais, il faut que tu accueilles des migrants. Quand toi-même, tu es obligé de partir, ça devient compliqué, quoi. C'est ça que je veux dire. Et il faut quand même se dire, moi, je le vois dans la Sarthe, le problème, ça ne vient même pas du Front National, ça vient que la gauche locale n'assure que dalle, quoi. Mais quand je dis n'assure que dalle, c'est vraiment, franchement... On a affaire à des seniors qui sont là depuis longtemps, implantés. Tu ne peux pas discuter avec eux parce que tout est bien réglé. Ils tiennent l'Alternativa, ils tiennent les soulèvements de la terre, ils tiennent la convergence des luttes. Ils sont là, tu les vois là. Oui, tu vois, stop pesticides, stop ce machin. Je leur dis d'accord, ok, mais bon, au bout d'un moment, si on n'a plus rien à bouffer, on n'a pas de travail, ça ne va pas le faire, quoi. Et okay. ça, c'est quand même la base de tout, quoi. Et si on ne développe pas, si on ne reprend pas la main sur les campagnes, je veux dire, économiquement, et écologiquement, ça ne pourra pas marcher. Donc c'est un changement de mentalité qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place. Moi, je ne suis pas de gauche. Moi, je ne me considère pas de gauche aujourd'hui. Je veux dire, moi, je me considère quelqu'un qui veut faire des choses. Et je suis venu ici pour faire des choses, moi. C'est tout. Je veux dire, prochaines élections, moi, je peux vous dire, moi, je suis réunionnais. Aujourd'hui, à La Réunion,
c'est 60% des gens qui sont prêts à voter Front National. Alors c'est essentiellement une population racisée. Il faut se poser des questions quand même. C'est qu'il y a un gros problème. Hein. Et même à gauche. Je peux vous dire qu'à gauche, c'est franchement... faut se lever de bonheur quand même. Ouais, merci pour ton partage. Je vais regrouper un peu sur les questions. Il y a plusieurs questions autour de la gauche et de la vision politique et de la transformation ou pas qui est faite et la prise en compte ou pas des questions racistes à gauche. Est-ce que tu as envie de réagir à ça, Jamel ? Oui, déjà, c'est aux organisations de gauche pour pouvoir se rencontrer entre elles et puis de prendre la mesure de ce qu'elles n'ont pas su faire. Parce qu'aujourd'hui, certains disent que la gauche n'existe plus. Moi, je pense que la gauche, ça traduit des valeurs quand même. Ça traduit aussi certaines valeurs. Puis aussi, ça veut tout et rien dire, la gauche. Hein. Ça peut être un combat syndicaliste comme un pouvoir politique étiqueté à gauche. Maintenant, effectivement, c'est à elle de se remettre en question. On parlait tout à l'heure de ceux qui, finalement, arrivent à s'accommoder entre eux, et pourtant que tout sépare. Je parlais tout à l'heure des catho-intégristes avec des homo-nationalistes, par exemple. Ils n'ont pratiquement rien à voir, et pourtant, eux, ils arrivent. Alors, c'est vrai qu'ils ont un côté binaire, ils ont un côté discipliné, qui est peut-être un peu plus facile, là où nos organisations ou nos groupes, on va constamment être peut-être en capacité aussi de s'ouvrir au débat, de s'ouvrir à... Mais effectivement, il y a des questions à prendre en compte, et notamment la remise en question, j'entendais aussi tout à l'heure, c'est dur, mais il va falloir le faire. La remise en question de ceux qui se considèrent comme bien pensants parfois, comme vecteurs de valeurs, justement, et qui finalement sont donneurs de leçons, sans faire en sorte de se remettre en question et de reconsidérer qu'eux aussi véhiculent peut-être des postures racistes, clairement, postures racistes, ou de postures de non-inclusion, ou de postures d'exclusion même parfois, d'invisibilisation même aussi, ou de manque de considération vis-à-vis d'autres qui seraient moins que d'autres. Donc nous, et ça, c'est un vrai travail de remise en question. Et puis quand j'entends parler des votes, effectivement, hein, je le disais tout à l'heure, il va falloir qu'on reprenne l'analyse à son compte de ce qui fait qu'aujourd'hui, au deuxième tour, par exemple, aux Antilles, les gens ont voté en masse RN. Alors pour rassurer sur place, moi j'étais sur place pour essayer de comprendre aussi. Et il n'y a pas eu un vote d'adhésion au RN. C'était, d'ailleurs, il faut l'analyser, ce qui se passe. Et c'est pour ça que je dis qu'en deuxième, parmi les pistes que moi, à titre personnel, notamment, je pourrais proposer, c'est d'être prêt justement à pouvoir changer la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on se suffit à cette société de démocratie représentative qui fait que des gens, au bout de 5%, d'ailleurs, gagnent beaucoup de financement et en même temps vont pouvoir, sur un fauteuil de roi ou de reine, faire tout et le contraire de ce qu'ils ont promulgué. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce qu'on peut continuer dans une société où finalement on installe des gens qui peuvent trahir ? On parlait de ceux qui représentent la gauche, qui peuvent trahir parce qu'une fois au pouvoir, on l'a bien vu aussi avec François Hollande et tout le gouvernement socialiste, ce qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un vote, on a des gens qui, par exemple aux Antilles, et là encore, il faut bien l'analyser, ont voté au premier tour LFI, et puis à cette époque-là, je ne sais pas si c'était NFP ou je ne sais plus, ont voté LFI. Au deuxième tour, ont voté RN. C'est qu'il n'y a pas forcément une adhésion à tout ce qui représente l'extrême droite. C'est qu'on ne laisse plus le choix dans une société démocratique que de parfois voter par stratégie. Je m'explique. Lorsque le vote blanc n'est pas considéré, sauf aux européennes, et que l'abstention n'est pas prise en compte, et quand on a la haine contre un gouvernement qui vous a mis à mal, je pense au gouvernement macroniste aux Antilles, qui a été très loin dans ce qu'il a pu faire, pas qu'en Nouvelle-Calédonie, mais aux Antilles, il a été très très loin. La vengeance et la haine fait que vous allez voter pour son concurrent, pour montrer que vous êtes dégoûté de ce qui se passe. Et j'imagine à La Réunion que c'est un petit peu pareil. Et c'est là où nous, il va falloir travailler corps et âme pour se dire attention à ce qui se passe. Parce que de toute façon, lorsque ces personnes et ces groupes, ces organisations extrême droite profitent de ce qui est en train de se passer, notamment à Mayotte, c'est le cas, c'est se tirer une balle dans le pied. Des gens qui sont clairement islamophobes vont profiter du vote de gens qui n'ont rien à voir avec ce qui promulguent. Donc il va falloir réfléchir un petit peu à ce qui se passe pour empêcher la prise de pouvoir. Parce qu'une fois que, et c'est là où aussi le désespoir nourrit parfois des conduites entre parenthèses, Harris, sans me permettre de dévaloriser les personnes qui me votent, c'est que lorsque l'extrême droite sera au pouvoir, on voit ce que ça a donné avec Trump, ce sera certainement pire.
Ok, merci beaucoup. Je suis content qu'on en arrive là à la fin. On arrive un peu à la fin de ce temps-là. Il va y avoir un deuxième temps, et puis je vais vous laisser un peu répondre. Mais il va y avoir un deuxième temps, je le redis, à 18h, qui va prendre la continuité de l'échange qu'on a eu là. Mais on est beaucoup à être convaincus dans le réseau des listes citoyennes et participatives que la lutte contre un fonctionnement autoritaire qui est organisé par la République représentative et du coup, la proposition d'une démocratie plus directe, c'est aussi un levier très concret de lutte contre l'extrême droite à terme. Et donc, je suis content qu'on arrive un peu à cette idée-là. Il y avait une question autour de est-ce que partager le pouvoir, ça peut aider à faire à faire des leviers de transformation et de changement d'opinion. J'ai juste envie de partager. Nous, on a participé à plein d'assemblées citoyennes décisionnaires, à plein de choses dans les communes participatives. C'est très rare que des gens qui ont des opinions d'extrême droite viennent à ces endroits-là, ou alors on les a pas identifiés. Donc il y a un vrai travail à ouvrir ces instances-là pour être pas que entre gens de gauche déjà convaincus, mais n'empêche que quand les gens viennent dans ces endroits-là, il y a une vraie discussion quand c'est bien travaillé, et que ça peut, moi je pense, il y a un potentiel de faire changer d'opinion, et quand on parle de choses concrètes au niveau local, de faire bouger les opinions, mais je reste prudent parce que moi, de mon expérience, on n'a pas trop réussi à faire ça encore, même si pour moi, c'est l'horizon et le levier que je trouve intéressant aussi avec les listes citoyennes et participatives. Il y avait l'adhésion en très court, et tu voulais prendre la parole, donc je te laisse aussi prendre la parole pour un peu le mot de la fin, et on va s'arrêter là après. Oui, rapidement, et en effet, il y a tout ce qu'il faut ici pour info, mais adhérer à titre individuel, c'est un formulaire en ligne sur notre site, c'est 15 € l'année. Et adhérer en tant que collectivité, c'est passer une délib en conseil municipal autour de la charte. Voilà. Et juste, je voulais rajouter à ton propos par rapport aux listes citoyennes, nous, on connaissait très peu. Enfin, voilà, on a été invités, et merci encore pour l'invitation. Et juste quand on voit le programme et les villes qui participent, il y en a beaucoup qui sont adhérentes à l'Anvita, donc je ne sais pas s'il y a une, voilà, une continuité. Il y a du lien, ouais. Oui, nous, on propose, Visa ne propose pas que vous adhérez parce que c'est réservé aux syndicats. Donc, vous ne pouvez pas adhérer. Non, plus sérieusement, donc on va sortir une brochure municipale, ça aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, avant la fin de l'année, qui fera ce travail d'analyse sur les faits et les méfaits, mais également qui donnera des perspectives de riposte. Non, moi, je veux juste intervenir sur des propos qui ont été tenus et autres là. Je pense que, en tout cas, à Visa, on pense qu'il ne faut pas se tromper de colère, d'ennemis. L'extrême droite, ce sont nos ennemis. Les autres, ce sont nos adversaires. Et quand ils reprennent les idées d'extrême droite, ils montent d'un cran dans notre adversité. Mais si on confond la gauche, Macron, et on dit c'est de l'extrême droite et autres, on ne va pas mener le combat au cœur, à la matrice, et on va faire du confusionnisme et on va démobiliser. D'avoir des propos qui amalgament les politiques. On peut désigner des actes, des décisions politiques autoritaires qui conduisent à l'extrême droite. Là, on vient de sortir un bouquin sur les nouveaux fascismes dans le monde, au travers d'équipes syndicales en Europe, en Amérique du Sud, aux États-Unis, en Inde, etc., etc. On voit que quand l'extrême droite est au pouvoir ou dans des coalitions de pouvoir, ça change de nature. La répression, ce qui se passe dans la culture pour les droits des femmes et les minorités de genre, pour les immigrés, etc., etc., l'éducation. Donc, il ne faut pas faire de confusion. On doit être très ferme, et tu l'as été, sur des choix politiques qui ont été faits, des lois qui ont été votées par des majorités qui ne sont pas des majorités d'extrême droite ou sous influence d'extrême droite. Mais on ne doit pas confondre ces deux combats-là, sinon on perd de l'énergie et on perd de l'efficacité. Ok, merci. Tu veux juste une dernière phrase. Une dernière phrase pour répondre aussi aux questions, parce que en fait, j'ai l'impression que toutes les questions se rejoignaient sur la question de qu'est-ce qui fait commun finalement. Parce que en fait, on parle de lutter contre les extrêmes droites et contre leurs idées, mais en fait, lutter contre, c'est pas un projet politique. Finalement, le projet politique, c'est lutter pour. Et du coup, la question, c'est qu'est-ce qui fait commun. Et du coup, on a pas mal parlé de ces enjeux-là sur ces questions. En fait, on est dans des situations, notamment en cadre rural, où il y a de la désertification, il y a des services publics qui disparaissent, etc., etc. Et en fait,
C'est aussi ça qu'on essaie de défendre quand on parle d'accueil inconditionnel et de ville accueillante, quelque part. C'est pas de se dire il faut accueillir absolument des personnes exilées. C'est plus quand on considère un territoire, c'est quoi la base d'accueil, on va dire, pour toutes les personnes qui habitent ce territoire. Et du coup, c'est la question du commun aussi qui se pose. Moi, je prends l'exemple que je connais. J'habite à Redon, du coup, en Bretagne. Parmi les luttes qui sont les plus dynamiques, on va dire, c'est la lutte pour garder l'hôpital ouvert. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui fait commun et du coup qui permet de rassembler les populations autour. Et du coup, ça peut être défendu pour les personnes exilées comme pour les personnes locales. Et c'est là qu'on peut vraiment regrouper du monde et aussi battre finalement les idées d'extrême droite, quelque part. Ok, merci de terminer sur aussi du pour et sur le combat de ce qu'on peut défendre en commun. Moi, je retiens déjà le besoin de s'informer sur comment l'extrême droite concrètement s'empare des territoires. On a eu plein d'exemples. On a aussi eu plein d'exemples d'actions qu'on peut mener en tant qu'élu et dans les interstices, dans les détails, dans chaque événement qui se tiennent sur les questions d'extrême droite et comment on peut lutter. Et je retiens aussi la nécessité de déconstruction et d'apprendre nos postures racistes qu'on a tous en nous, et notamment les personnes blanches, pour, une fois élus, réussir à avoir un discours, réussir à réagir face à des événements fascistes ou qui sont organisés par l'extrême droite. Je m'arrête là, j'ai fait midi conclu, mais c'est l'heure. Et merci à nos 4 intervenants d'être venus. Moi, j'ai trouvé ça très riche. J'espère que vous aussi.